Merci d'être avec nous sur les antennes de Truy TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité. 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité. Je suis Adam Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour également aux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Mesdames, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, crise de confiance entre le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères SAMAE et leur ministre de tutelle, l'affectation de policiers dans les ambassades et consulats généraux du Burkina Faso à l'étranger fait débat et crée surtout la polémique. Et pour en parler, nous avons à la barre Bruno Cambiré, il est secrétaire général du SAMAE. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président, et merci. Alors, avant de revenir à vous, nous allons ouvrir la fenêtre des avant-propos. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Bon, mon avant-propos va concerner la disparition de l'aviateur militaire Gary John Rawlings, ancien président du Ghana, et qui a effectivement marqué l'histoire du Ghana et l'histoire de l'Afrique, qui a régné, comme on le dit, d'abord d'une main de fer, mais qui est passé dans la transition démocratique, mais aussi qui a su établir les balises, donc les bases d'une démocratie ghanéenne très forte, très ancrée. Lui-même l'avait dit au cours d'une interview, de faire en sorte que, même si le diable venait à prendre le pouvoir au Ghana, qu'il n'ait le choix que de faire que ce que le peuple attend de lui. Parce il dit qu'il faut mettre certaines procédures, certaines pratiques, de telle sorte qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Et la suite, effectivement, on la connaît, c'est ce qui est en train de se dérouler au Ghana. Et l'histoire tient également que c'était rare en Afrique quand même. Rawlings finit en tant que militaire, il prend la tenue du démocrate, il organise les élections, il gagne, il réorganise, il gagne, mais à la fin de son mandat, c'est l'opposition qui a gagné, ce n'est pas celui du parti de Rawlings en son temps qui avait gagné. C'était déjà un signe que monsieur n'a pas tout fait pour que son successeur sorte de son camp, juste pour favoriser. C'était une compétition que le meilleur gagne et c'est ce qui s'est passé, le meilleur a gagné. Le Ghana est sauf, Rawlings est sauf, il se balade et il dit qu'il n'a pas besoin qu'un édifice quelconque porte son nom, il n'a pas besoin d'être riche parce qu'il s'est enrichi de l'amour de son peuple. Les Ghanéens lui portent dans leur cœur, c'est suffisant, plutôt que d'aller mettre son nom sur un édifice. Il y en a qui ont des édifices sur les noms qui font que certains ne veulent même pas y aller. Le nom même fait que certains ne veulent pas aller sur certains édifices. La réalité aussi elle est là. Et qui se balade également, qui dit qu'il n'a pas besoin de sécurité. Et donc, voilà effectivement quelqu'un qui a réussi, je dis bien, à marquer l'histoire du Ghana, l'histoire de l'Afrique, et qui fait partie de ceux qui ont véritablement contribué à asseoir la démocratie ghanéenne et les bases du développement du Ghana. Avant, quand on parlait du Ghana, ce n'était pas un bien. On dit que tu es tombé comme un cacao du Ghana, ça veut dire que ça ne va pas chez toi. La monnaie ghanéenne était vue comme une monnaie qui ne valait rien. Mais pendant ce temps, le Ghana s'était renfermé sur lui pour travailler. Et quand le moment de se révéler au monde est arrivé, comme on le dit, on ne devient pas champion le jour du match à l'entraînement. Ils ont pris le temps effectivement de préparer les balises et aujourd'hui, c'est un pays qui force l'admiration. Et donc, aujourd'hui, l'autre, il va manquer au monde, il va manquer à l'Afrique, mais aussi il va manquer au Ghana. Et pendant qu'on y est, je pense aussi à ceux du mémorial Thomas Sankara, dont il avait aussi accepté parrainer. La caution morale déjà de ce monsieur-là dans ce projet était déjà quelque chose de grandiose et qui faisait croire effectivement que c'est un projet qui mérite d'être soutenu et qui a de la valeur. Pour que Rawlings accepte avec toute sa rigueur mettre son nom dans une initiative, pour certains déjà c'était une onction. Donc, c'est vrai qu'il va manquer au mémorial, donc on souhaite à sa famille biologique les condoléances. Et puis, ça vient quelque part après le départ de sa mère, qui a aussi été pour beaucoup dans sa carrière et dans ce qu'il a été jusqu'à présent. Donc, beaucoup de courage aussi à sa famille et puis aux Ghanéens. Donc, c'est un combattant qui est parti, comme on le dit, on ne pleure pas les combattants, on les enterre dignement, on récupère le flambeau et on continue la lutte. C'est vrai que Luc Damiba, qui a été notre invité de 20h, est revenu sur la contribution de l'homme pour l'avancée du projet mémorial Thomas Sankara. Alors, Geoffroy Vaha, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous ce matin en termes d'avant-propos? Je pense que Rawlings est si immense que nous deux ne suffisons même pas pour faire un avant-propos sur l'homme, et c'est sur lui que je veux m'arrêter et les enseignements qu'on peut tirer de sa vie. Parce que
c'est quelqu'un qui en 79 déjà, très jeune, décide de faire un coup d'État qui ne marche pas. Ils sont tous arrêtés et lui décide de se défendre. Bon, après il est jeté dans les geôles et puis ce sont ses amis qui viennent le libérer et après un autre coup d'État qui marche. Mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a été fougueux très jeune et puis très intelligent. Et même quand, parce que ce qu'on retient, c'est qu'il a fait des coups d'État, ça c'est une réalité. Et lorsqu'il vient, lorsqu'il prend la tête du groupe qui parvient à faire ce coup d'État-là, il dit, je ne reste pas, il y a des élections qui sont organisées, il a, Liman, si ma mémoire est bonne, qui remporte ces élections, mais il y a une corruption qui gangrène le pays et on retombe dans des travers qu'il a, lui et ses camarades dénoncés. Ils viennent mettre fin encore à cela. Mais après, il est élu. Et quand il est élu, il sait que la Constitution lui permet que de faire 2 mandats. Vous savez, il y a beaucoup de militaires qui viennent au pouvoir, mais ils ont du mal à partir. Lui, il a fait ses 2 mandats et il est parti. Il est venu, c'est-à-dire la question des coups d'État, c'est comme quelque chose qu'il avait dans les gènes, parce que lorsqu'il n'est pas d'accord et voit les dérives, quand vous avez les armes, à un moment donné, vous utilisez les moyens qui sont les vôtres et puis vous mettez fin à cela. Et ça, il l'a fait. Mais à un moment donné, il s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Un pays a des règles, a des textes. Et même lui, élu président, il a fait 2 mandats. Il a estimé qu'il ne peut pas être seul la voie pour sortir le pays de l'ornière. Il y a des contributions qui peuvent venir d'ailleurs, il y a des compétences qui peuvent venir d'ailleurs, et puis on n'a pas besoin d'être président pour accompagner. Et c'est quelqu'un qui n'a pas combattu seulement dans son pays. Et vous regardez le Togo, il n'a pas été trop ami avec ceux qui sont passés parce que c'était l'ami aussi des opposants. Et c'est quelqu'un qui avait un franc-parler. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de sa vie. Aujourd'hui, les Condé ou Alassane auraient pu regarder, il y avait beaucoup à tirer. Et même si on revient ici sur le cas Blaise Compaoré, aussi militaire et tout, qui avait connu des coups d'État avec des amis et tout, mais après, qui s'est presque éternisé avec plus de 2 décennies au pouvoir, à un moment donné, il faut comprendre qu'on ne peut pas rester tout le temps. Et je pense que Rawlings, c'est ce qu'il a compris. Et c'est ce qui l'a rendu grand. Sinon, dans sa vie, il n'est pas si différent parce qu'à un moment donné aussi, on pourrait reprocher la dureté du régime auquel il a appartenu, des régimes auxquels il a appartenu, mais qu'il a dirigé. Parce qu'il y a eu des moments où ce n'était pas facile au Ghana. La question du respect des droits de l'homme, c'était une simple suggestion. Ça, c'était aussi Rawlings. Mais il n'est pas venu à faire oublier ça parce qu'un homme fait des erreurs. Le plus important, c'est de comprendre ce que sont certaines valeurs, les incarner et puis continuer. Je pense que c'est ce qu'il a fait. En tout cas, merci pour ces clés de lecture-là. Merci au juge Boukman. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, que notre invité du jour est Bruno Kambiré. Il est le secrétaire général du syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères. Avec lui, nous allons parler justement du point de presse animé hier pour dénoncer ce qu'ils appellent une mauvaise gouvernance du ministre Alpha Barry. Monsieur Kambiré, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci Président. Et bonjour messieurs les juges au siège. Bonjour. Qu'il me soit permis, avant que nous avancions dans le vif du sujet, de rendre un vibrant hommage à nos vaillants forces de sécurité qui ont perdu la vie tout dernièrement. À Tinakov. Voilà, et au nom de l'ensemble du personnel diplomatique du Burkina, j'ai envie de présenter et je présente les condoléances les plus attristées et à leurs familles et à leurs collègues et à toute la nation parce que c'est des gens qui se battent jour et nuit pour nous offrir ce minimum de sécurité dont nous avons besoin. Donc nous leur devons vraiment cet hommage-là. D'accord. Alors, comme il est de coutume, nous allons commencer cet entretien justement avec les généralités. Déjà, nous allons parler un peu de ce point de presse-là. Alors déjà, en termes d'opportunités, nous sommes en pleine campagne électorale. Alors, celui qui est cité dans vos propos, le ministre Alpha Barry, est candidat aux législatives. Il est accusé, en tout cas, selon votre syndicat, de mauvaise gouvernance. Est-ce que le moment était bien choisi, M. Kambiré? Alors, à la question de savoir si le moment était bien choisi ou pas, j'ai envie de dire que ce qui nous préoccupe en tant qu'agent du ministère des Affaires étrangères, c'est que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est notre patron. Et nous considérons qu'en tout état de cause, quand il y a un problème avec le patron, il faut pouvoir l'évoquer et quitte à ce que un cadre de dialogue soit ouvert afin qu'on puisse trouver une solution au problème. Voilà. Mais il faut signaler que il y a eu antérieurement plusieurs tentatives de résoudre ces problèmes-là silencieusement, comme on le dit, laver notre linge sale en famille sans que personne ne le voie. Mais c'est en désespoir de cause et par dépit
Parce que le diplomate est toujours heureux de faire face au projecteur quand il est dans l'exercice de ses fonctions et non pas autrement. Voilà, donc c'est une sortie qui nous était imposée par les circonstances. Alors c'est vrai, vous l'avez dit tantôt, hein, la diplomatie c'est aussi l'art de la négociation. Beaucoup vous reprochent de faire beaucoup de bruit dans les médias. Alors pour des questions sensibles, on parle de sécurité au niveau des ambassades. Ce problème aurait pu être réglé, je dirais, dans le couloir du ministère. Pas besoin d'émeuter toute l'opinion publique pour cela. Et justement sur cette question de sécurité, il faut dire que c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que depuis un certain temps, on a constaté que les affectations dans les missions diplomatiques et post-consulaires ne s'effectuaient plus forcément sur la base des textes qui existent. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui. Vous vous souviendrez de l'incident qu'il y a eu en 2017 lors de la nomination de Dame Diallo. Voilà. Donc le SAMAE n'a jamais cessé d'interpeller l'autorité sur la nécessité de rester dans le cadre législatif et réglementaire toutes les fois qu'il y a besoin d'affecter du personnel dans les ambassades. Donc le problème n'est pas focalisé sur le fait que ce soit des agents de police. Il y a plusieurs types de personnel dans les ambassades et je peux vous signaler ici que contrairement à ce que les gens pensent, il y a déjà des agents de police dans certaines de nos ambassades. Voilà. Maintenant, c'est le cadre dans lequel cela s'opère qui pose problème. Et quand ce cadre-là pose problème et qu'on interpelle, le minimum de logique et de bon sens voudrait qu'ensemble, on ait la bonne foi de négocier et de discuter dans le sens d'aller vers une solution structurelle. Mais quand, à la négociation, on a le sentiment que c'est de belles paroles, de belles promesses, et puis plus le temps passe, la même situation demeure, sinon qu'elle s'envenime, c'est à ne plus rien comprendre. Alors, juge Bourma. Oui, alors il a rappelé qu'il y a des textes qui encadrent effectivement les nominations en la matière. Nous voudrons savoir quels sont ces textes-là et puis qu'est-ce qui n'est pas respecté dans ces textes. D'accord. D'abord, l'architecture diplomatique de tout pays au monde là repose fondamentalement sur les deux conventions que nous avons, que sont les conventions, la convention de Vienne de 61 sur les relations diplomatiques et celle de 63 sur les relations consulaires. Donc ces deux conventions-là fixent le cadre de l'organisation de l'appareil diplomatique de chaque État et de comment les relations diplomatiques doivent être conduites entre États. Maintenant, ces conventions offrent des brèches aux États pour organiser au regard de leurs besoins, de leurs capacités, de leurs moyens, et l'architecture de leur diplomatie. Et dans ce élan-là, donc, le Burkina s'est doté d'un décret portant organisation type des missions diplomatiques et post-consulaires, avec une description des services qu'on peut retrouver dans une ambassade ou dans un consulat général, et de même les attributions dévolues à chacun de ces services. Voilà. Et ce décret est aujourd'hui consolidé par un arrêté portant commission d'affectation. Cette commission d'affectation a pour mission de veiller à la clarté, à la transparence et à l'équité dans la gestion du mouvement diplomatique. Dans notre langage, quand on parle du mouvement diplomatique, c'est le cycle d'affectation dans les ambassades et consulats généraux et à la centrale. Cela s'opère 2 fois dans l'année. Il y a le premier mouvement qui consacre le redéploiement du personnel rentré d'ambassade dans les directions au sein du ministère et aussi l'affectation des directs sortis de l'école et tout, et des professionnels aussi sortis de l'école dans les directions. Ça, c'est le premier mouvement. Et le second mouvement, lui, il consacre le rappel de ceux qui doivent rentrer, qui sont en fin de séjour, et l'arrêt des listes des personnes éligibles. Et ces personnes éligibles aussi sont déterminées suivant des critères bien clairs. Il y a des critères bien clairs d'ancienneté et dans le corps et dans l'emploi, et le nombre de missions effectuées à l'extérieur, ainsi de suite. Il y a tous ces critères-là. Voilà. Donc tous ces textes-là encadrent et précisent quel type de personnel on peut envoyer en poste, quel type de personnel on ne peut pas envoyer en poste. Donc c'est ce qui explique qu'on a des représentants adjoints alors que ce n'est pas défini dans les textes internationaux. Tout à fait. Là, c'est l'organisation que le Burkina a voulu donner
à ses représentations diplomatiques en créant le poste de représentant permanent adjoint. Et même au niveau des consuls, parce que dans la convention de Vienne, nous avons des extraits, on n'y a pas d'adjoint. Oui, puisque si vous lisez bien la convention, elle n'est pas rédigée de façon limitative. Oui, elle laisse voilà, la marge elle permet que à chaque État, en fonction de ce qu'il recherche, de définir de nouvelles fonctions. Et c'est ce que le Burkina a fait en consacrant la fonction de consul adjoint. Est-ce que la mise à disposition des policiers ne rentre pas dans cette rubrique-là? Mais la mise à disposition des policiers aussi, même si elle devrait rentrer dans cette rubrique, elle devrait aussi pouvoir trouver justificatif dans les autres textes. N'est-ce pas? Quand on regarde aujourd'hui tous les textes qui encadrent le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, parce que les ambassades et les consulats généraux en réalité sont des démembrements du ministère des Affaires étrangères. C'est un peu comme les directions régionales pour les ministères qui sont beaucoup plus centrés sur le plan national. Voilà. Et le travail au sein d'une ambassade ou d'un consulat général mérite que vous ayez des attributions qui vous soient clairement définies. À l'état actuel, justement, à ce niveau-là, il y a ce problème. Juge Va. Oui, bon, allez-y, je reviens. C'est vrai que vous êtes déjà dans le fond. Moi, quand je reviens sur les propos tenus lors de votre point de presse, moi, il y a concernant le magistère d'Alpha Barry, vous dites, du ministre, vous parlez de l'esprit cachoutier, l'arrogance. C'est des jugements de valeur. On a l'impression souvent quand on écoute, pour terminer, quand on écoute souvent les syndicats au sein de ministères, lors de points de presse, quelquefois on quitte l'expression de fait pour aller sur des jugements de personnes. Et il y a des qualificatifs qui sortent un peu de l'espace travail, mais qui donnent à croire qu'il y a des problèmes de personnes. Quand on parle d'esprit cachotier, d'arrogance, bon, l'arrogance, ça c'est un sentiment que vous percevez, qui n'est pas forcément du fait de celui que vous côtoyez. Ça peut être même du souci de l'incompréhension, mais ça naît souvent de problèmes de personnes. Donc quand on entend ce genre de mots, on se dit, est-ce que à la fin il n'y a pas de problème de personne? Est-ce que c'est pas le monsieur qui vous dérange? C'est pas sa personne même qui vous dérange? Dire que c'est sa personne qui nous dérange, cela reviendrait un peu à dire comme si on le rencontrait quelque part dans la ville et du coup on le déteste. Mais non. Et la personne, quelqu'un qui est arrogant, mais la personne pose des actes. La personne travaille avec des collaborateurs. Et vous ne me direz pas que parce que je suis ministre, je suis forcément plus averti ou plus savant ou plus scient que mes techniciens. Mais quand sur des dossiers techniques, mais le ministre, j'ai envie de dire, ne supporte même pas la contradiction du technicien, mais il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on cherche l'efficacité ou bien on cherche à satisfaire ses propres désirs? De lui, vous dites d'ailleurs, vous parlez de sa méconnaissance des règles les plus élémentaires de l'administration publique. Oui. C'est bien cela. Mais nous le disons parce que quand vous regardez aujourd'hui dans le fonctionnement du ministère, il y a une confusion des rôles entre le cabinet du ministre et le secrétariat général, qui est en réalité la cheville ouvrière de l'administration. Mais des dossiers techniques qui relèvent, l'organigramme du ministère est clair sur les attributions, qui relèvent du secrétariat général, mais sur instruction du ministre, ces dossiers sont gérés au niveau du cabinet, sans passer par le secrétariat général. Alors lorsque, vous savez, au ministère des Affaires étrangères, la plupart des dossiers que nous gérons ne sont jamais gérés une fois pour toutes. Parce que vous le traitez aujourd'hui, mais dans 3 ans, il y a un retour sur ce dossier. Lorsque ce dossier est géré au niveau du cabinet, et nous avons rencontré plusieurs dossiers comme ça, où le retour vous vient, vous cherchez à savoir à quel niveau est-ce que le dossier a été géré, et c'est en dernière minute que vous vous rendez compte que c'est un dossier qui a été géré au niveau du cabinet. Mais ça pose problème. Est-ce une question de confiance aux techniciens, ou est-ce un mépris vis-à-vis des techniciens? Chacun peut se faire son analyse. C'est parce que c'est géré au cabinet qui pose problème ou c'est parce que ce n'est pas géré au secrétariat général? Mais ça ne devrait pas être géré au cabinet. C'est là le problème. Je prends un exemple ici. Vous avez votre organisation. Il y a ce que le caméraman fait, il y a ce que le monteur fait, et ainsi de suite. Mais quand on se retrouve à confondre les rôles,
que le caméraman veuille faire ce que le monteur fait, vous êtes d'accord avec nous qu'il y aura forcément mal donne à quelque part? Au fond, on sait que souvent, dans certains ministères, il y a un peu la question qui revient autochtone allogène, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça pose souvent problème. On a vu ces éléments-là souvent, parce que quoi qu'on dise, c'est un ministre qui vient du privé, on va dire comme ça. Donc c'est pas un agent du public, c'est pas peut-être quelqu'un qui est, si je prends le terme autochtone et allogène, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est pas ça qui pose souvent problème? Parce que c'est des gens qui viennent aussi avec ceux qui les entourent, et quand ils viennent, très souvent, et on va citer plusieurs ministères pour lesquels on a reçu ici des syndicats qui, au fil de ce qu'il posait, ressemblait un peu à cela. Est-ce que c'est pas ce procès-là qui lui est fait à la fin, de ne pas venir fonctionner comme vous avez l'habitude de fonctionner, et que peut-être ces changements dérangent? Si c'est pour dire le fait de fonctionner autrement que tel que nous avons toujours fonctionné, là je reviens aussi à la pratique administrative. Mais si justement ce que vous amenez est aux antipodes de la pratique administrative, c'est clair que vous aurez maille à partir avec vos agents. Mais si c'est parce que vous êtes venu avec des gens en qui vous avez confiance, mais ça c'est de bonne guerre, le directeur de cabinet, c'est une question de confiance entre lui et son ministre. Mais pas pour autant que cela puisse empiéter sur l'expression de leurs compétences par les agents. Donc ce n'est pas en ces termes-là qu'il faut poser le problème. Le ministère a connu plusieurs ministres non diplomates, mais j'ai envie de citer le cas du ministre Bassolé. Mais aujourd'hui, ils sont rares ceux-là du ministère que vous interrogerez qui vous parleront de lui avec une certaine négativité. Et pourtant, le Samae aussi avait marché contre Bien sûr, le Samae s'est opposé à un moment donné face à certains actes. Mais face à même à ces nominations de personnes qui ne sont pas diplomates de carrière. Voilà. L'objectif était ça. Cela se justifie, clairement dit en son temps. Cela se justifie par un fait. Je vous explique. Vous savez que les ambassades tirent leur budget du ministère des Affaires étrangères. Alors s'il faut affecter 15 personnes pour cette année, et que de ces 15 personnes, on retrouve 10 personnes non diplomates et 5 personnes diplomates, vous voyez que ça pose problème quand on sait qu'en poste, l'essentiel du travail revient aux diplomates. Vous suivez souvent lorsque des compatriotes font des sorties médiatiques, nous sommes allés à telle ambassade, voilà, et le service ça ne va pas, on ne s'occupe pas de nous, nous sommes délaissés, et le traitement des dossiers, ça traîne, mais c'est normal. Ceux qui sont en charge de ces questions-là sont minoritaires. Ils sont en nombre insuffisant face à une pléthore de dossiers. Quand vous prenez le cas de l'ambassade du Burkina à Abidjan, sur un personnel de 12, ils étaient 15, de 17. Actuellement, on est à un personnel de 15, parce qu'il y a 2 personnes qui sont rentrées. Sur les 15, nous avons 3 diplomates. Et tous les 12 sont du personnel non diplomate. Lorsque des concitoyens viennent pour des questions consulaires, mais imaginez-vous, nous avons combien de Burkinabés à Abidjan? Nous repartons en France, à Paris. On a aussi la même situation. On a 17 non-diplomates contre 3 diplomates. Si nous partons à Alger, il n'y a qu'un seul agent du cadre diplomatique. Donc, tout ça mis ensemble, c'est-à-dire plus on affecte du personnel non spécifique, moins on a la possibilité d'affecter du personnel diplomatique pour pouvoir prendre en charge efficacement les préoccupations aussi des compatriotes à l'extérieur. Et dans le même temps, si je peux me permettre de poursuivre, les ambassades et les consulats généraux du Burkina ont pour mission aussi de protéger les ressortissants. Mais interroger ou peut-être mener une enquête pour voir combien sont nos ambassades qui ont la capacité, au regard de leur budget, d'exécuter ces fonctions-là. Alors, est-ce que c'est au Burkina seul qu'on voit ça? Même dans les pays occidentaux, nous avons eu souvent au niveau du Ouagadougou des ambassadeurs qui sont soit des colonels, soit des généraux des armées d'où ils viennent, soit des États-Unis, soit même de la France. Mais en même temps aussi, et même dans le personnel diplomatique, en poste, parfois vous regardez, il y a moins de diplomates par rapport aux autres. Et vous savez de quoi je parle. Parce que vous discutez aussi avec eux, vous voyez que parfois, le grand nombre du personnel diplomatique, il y a moins de diplomates dans les rangs.
en fonction des objectifs que le pays veut et en fonction du type de relation et des enjeux qu'il y a à bâtir avec le pays concerné. Mais vous savez que contrairement à ce que nous faisons beaucoup plus, j'ai envie de dire, nous les pays africains, ces pays-là recrutent beaucoup plus sur place et envoient moins de personnes. Ça au moins, vous le savez. Voilà. Et chaque pays s'organise en fonction de ses objectifs et en fonction de ses capacités. Aujourd'hui, pour les affectations, il y a des postes où on a besoin de personnel. Mais dans les échanges, même l'autorité nous fait comprendre qu'il faut comprendre pour le moment c'est difficile, le budget et tout, ça ne suit pas. Mais pendant qu'on a besoin même du personnel technique pour faire du travail, on trouve le moyen de continuer de surcharger les ambassades. Et quand je dis surcharger, ça ne vise pas spécifiquement un corps ou une catégorie personnelle donnée. On peut avoir plus de précision par rapport à la surcharge. Parce que quand vous parlez de surcharge, c'est dire qu'il y a des personnes qu'on a affectées inutilement. Est-ce que nous pouvons avoir des précisions de ces postes de surcharge et de ces personnes ou de ces ambassades où il y a surcharge? Je vous ai donné par exemple le cas de Paris. Vous avez dans les ambassades des agents qui... parce que quand vous n'êtes pas commis à des tâches, vous n'êtes pas du cadre diplomatique, donc les questions qui relèvent de ce cadre-là, vous ne pouvez pas les traiter. Qui à Paris qui joue un rôle qui ne doit pas jouer? Qui à Paris qui joue un rôle qui ne doit pas jouer? Quand vous avez... surtout dans les fonctions d'attaché. Dans les fonctions d'attaché, on a souvent opéré des nominations. Attaché en défense, attaché culture ou attaché de presse? Non, il y a des attachés tout court. Voilà. C'est les attachés spécialisés. Voilà. Mais souvent, dans la réalité, parce que quand les gens arrivent en poste, ils se rendent compte que en termes de charge de travail, là, il n'y a pas matière. Et à Paris, on a combien d'attachés spéciaux qui n'ont pas de boulot et qui ne doivent même pas y être? On a combien? Je vous ai cité l'effectif de 17. De 17 personnels non diplomatiques contre 3 qui sont non, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas diplomates qu'ils n'ont pas de boulot à l'ambassade. Ce que nous voulons savoir, est-ce qu'il y en a qui sont là-bas, qui sont non diplomates, qui n'ont pas de boulot? Parce qu'on peut même envoyer un diplomate et puis il est là-bas, il n'a pas de boulot. Et vous parlez tantôt, lors de votre déclaration liminaire, d'agents qui ont été transformés en animateurs de page Facebook, d'autres ont été transformés en coursiers. Est-ce qu'il y a des faits? Bien sûr. Bien sûr. Donc dites-nous, vous avez pris un exemple. En fait, vous savez, j'ai aussi... c'est peut-être une déformation de la formation, mais je ne peux pas me mettre à nommer des gens ici. Mais ce que nous avons dit, c'est vérifiable. On ne demande pas forcément des noms, mais vous dites qu'il y a 17 personnes et 3 seulement sont des diplomates. Donc ça veut dire que pour vous, les 14 autres, c'est du superflu. S'il y avait 17 diplomates... Pas tous les 14, de façon rationnelle, si on devrait regarder de par la charge de travail, parmi ces 17-là, parmi ces 17 personnes-là, il y a des agents qui vraisemblablement n'ont pas grand-chose à faire. Quand vous partez, je ne sais pas si vous avez souvent visité nos ambassades, mais vous arrivez, il y a beaucoup de bureaux qui sont, j'ai envie de dire, fermés. Parce que vous venez le matin jusqu'au soir, vous n'avez rien à faire. Maintenant, est-ce que peut-être c'est pas une erreur d'appréciation parce que vous regardez les choses selon un prisme qui est celui du diplomate, alors qu'on sait que quand je dis diplomate, c'est au sens technique du terme, alors qu'on sait que les ambassades, elles interviennent de façon transversale sur tous les domaines et pour défendre les intérêts notamment des nationaux qui y sont. Donc ça veut dire que tous les secteurs sont concernés d'une façon et d'une autre. Donc il y a la question technique qui est la vôtre, mais il y a les questions qui sont transversales de la vie de tous les jours, qui sont de la compétence, pas forcément de ce que vous avez techniquement. Tout à fait. Et là, je vais revenir sur une perception qui semble se dégager. Contrairement à ce qui peut germer dans les esprits, le diplomate n'a même pas intérêt à travailler seul. Et le diplomate n'a jamais travaillé seul non plus. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Et ça, nous en sommes fortement conscients. Mais nous disons qu'il faut savoir juger entre le nécessaire et l'opportun. C'est là que nous disons qu'il faut savoir juger. Entre recruter, je prends le cas de Tree TV ici. C'est un organe de presse. On a besoin de journalistes, on a besoin de techniciens.
de personnel d'appui, de secrétariat et tout. Mais si on a tendance à plus recruter de secrétaires et j'ai envie de dire de vigiles, d'agents de liaison et autres que de techniciens et de journalistes, c'est clair qu'à un moment donné, lorsque vous serez hyper sollicité sur le terrain comme vous en avez l'habitude, vous risquez de vous retrouver tiraillé entre deux schémas. Voilà, donc c'est ce que nous disons. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il y ait autre personnel en poste, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Mais ce que vous demandez, apparemment, c'est un ratio plus intéressant vous concernant. Que si, par exemple, à Paris, comme vous dites qu'on en a 17, qu'il y ait au moins 10 qui soient des diplomates de carrière. Idéalement, ce serait... Est-ce que c'est pas le besoin du terrain qui dicte la chose? Non, idéalement, ce serait bien parce que ça permettrait aux gens de pouvoir travailler de façon raisonnable. Quand je dis travailler de façon raisonnable, mais quand vous êtes surbooké, mais vous déminez comme un beau diable pour pouvoir satisfaire les doléances des usagers. Et pendant ce temps, les dossiers que vous traitez, ça vous est imputé, vous avez l'obligation de les traiter. Vous ne pouvez pas non plus les confier à quelqu'un qui, normalement, n'est pas habilité à les traiter. Mais vous êtes surchargé. Qu'est-ce que vous faites? Alors, si on passe sur un cas précis, la question de l'affectation des policiers dans les ambassades et consulats généraux, je vois que ça figure en bonne place dans votre plateforme revendicative. Est-ce que le contexte sécuritaire ne justifie pas, je dirais, ce qui a été fait par le ministre quand on voit ce qui s'est passé le 2 mars au niveau de l'ambassade de France? Est-ce que justement, c'est pas au regard de tout cela qu'on peut comprendre la démarche aujourd'hui opérée par le ministre Alpha Barry? D'abord, j'aimerais apporter un rectificatif. Ce n'est pas une question qui figure dans notre plateforme revendicative, parce que c'est une question qui est venue même après que nous ayons déposé notre plateforme devant le ministre. Ça, c'est un. Et de deux, justement, j'ai envie de dire que la compréhension de ce problème a été biaisée depuis le départ. Parce que c'est un problème en fait qui constitue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Okay. Ce n'est pas ce problème en lui-même qui est le problème. Mais quand on voit toutes les sorties médiatiques, oui. Depuis février 2019, la question revient. Cela veut dire que ça veut dire que ça non, le problème a commencé. Okay. Ce problème-là est venu se greffer au lot en février 2020. Voilà. Lorsque vous aurez l'occasion, vous pourrez poser la question au ministre. Ce n'est pas la première fois qu'il procède à des affectations de ce genre. Mais son attention a toujours été attirée dans le calme et dans la discrétion au sein du ministère. Voilà. Ce cas-ci a fait monter le mercure au regard de l'effectif. Maintenant, évoquer la question sécuritaire, nous, ça nous embarrasse. Ça nous embarrasse pourquoi? Parce que les textes conventionnels sont suffisamment clairs. L'article 9 fait obligation à l'État hôte d'assurer la sécurité. Vous parlez de la Convention de Vienne. De Vienne, bien sûr. D'assurer la sécurité de la représentation étrangère sur son sol. Et nous sommes ici au ministère. Nous avons souvent reçu des demandes des ambassades étrangères ici pour le renforcement de leur sécurité. Et du personnel supplémentaire leur a été envoyé. Et aussi, je ne suis pas, j'ai envie de dire, stratège de la sécurité, mais de façon empirique comme ça, on a envie de dire que le premier élément de sécurité même, c'est votre fort. On a vu après le 2 mars, l'ambassade de France a renforcé ses édifices. Mais nos ambassades, nos consulats généraux à l'étranger, mis à part au Mali, où on a fait des travaux pour consolider un peu l'édifice. Mais les autres, regardez notre ambassade à Abidjan. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, vous vous souviendrez que le portail a été défoncé. Mais c'est parce que c'est un portail de ce type, avec un mur de ce genre, que ça a été défoncé. Aujourd'hui, est-ce que quelle que soit la colère des Burkinabés, même si nous voulons, des gens veulent manifester contre, on a ce qu'on a appelé l'anti-impérialisme, on veut aller s'en prendre à l'ambassade de France, vous pensez que les gens pourront rentrer? Ils ne pourront même pas rentrer. Mais il y a d'autres ambassades africaines ici, hein, vous savez, nous on passe tous devant. Oui. C'est pas loin de ce que nous avons ailleurs. Donc, et ça aussi, c'est vrai. Donc ne dites pas la France seulement, mais comparez aussi nos États que nous avons qui ont les mêmes moyens que nous et qui existent de la même façon dans d'autres pays. On a beaucoup d'ambassades ici au Burkina et nous passons tous devant, on sait comment c'est. Oui. Si vous passez avec votre voiture, vous avez braqué à droite, vous allez rentrer dans défonçant le portail. Tout à fait. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la faiblesse organisationnelle et conceptuelle même des pays africains en fait. Donc c'est pas seulement burkinabé. C'est pas seulement burkinabé, mais ce n'est pas parce que tout le monde est dans le faux que nous aussi nous devons rester dans le faux, non. Il ne faut pas copier le mauvais élève de la classe non plus.
C'est pas une question de moyens, c'est de ça que je parle. Parce que vous preniez un exemple, celui d'un État qui est sans commune mesure dans les moyens disponibles avec le Burkina Faso. Donc voilà pourquoi je vous ramène à des exemples qui peuvent vous permettre d'être plus... Mais voilà pourquoi de regarder de façon plus intéressante. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de notre ambassade au Mali. Mais après la bâtisse aussi, il y a des hommes à l'intérieur. Même les ambassades dont vous parlez, il y a des hommes à l'intérieur qui veillent sur la sécurité et qui sont pas des nationaux aussi. Nous avons des attachés militaires. Et qui, justement, donc dans un bureau militaire, vous avez au minimum 3 à 4 personnes. Je parle des ambassades même étrangères en poste ici, les pays occidentaux dont vous parlez. Il y a ces personnes insoupçonnées, mais d'ailleurs qui ne sont pas des diplomates, qui sont des militaires bontins, qui sont des officiers et qui sont là et qui déambulent dans le couloir là en costard, cravate, mais ce sont pas ils sont là pour la sécurité à l'intérieur de l'ambassade, autre que nos nationaux qui se limitent aux vérifications à la porte. Dès que vous franchissez le pas à un autre niveau de l'ambassade, ceux que vous rencontrez, ce ne sont pas nos éléments, ce sont des agents de sécurité, mais qui ne sont pas nos éléments, qui sont à l'intérieur, même à Ouagadougou ici. Mais le Burkina en a aussi. Voilà, et donc, c'est pourquoi j'ai dit par rapport à l'affectation, vous dites de protéger la bâtisse, d'édifier une bâtisse solide, là on est d'accord, mais aussi quand il s'agit aussi d'envoyer des hommes, ça pose problème. Et je pense aussi que ça doit être, de mon point de vue, un premier pas. Qu'un homme de sécurité puisse venir regarder et puis dire en termes de sécurité, commodité, il nous faut ci, il nous faut ça. Je pense aussi que le contexte est favorable à cela. Mais certains d'entre vous nous lancent parfois et disent en sourdine, écoutez, nous n'avons pas de direction régionale, on n'a pas de direction provinciale. L'ambassade, c'est notre direction régionale, c'est notre direction provinciale. S'il y a des corps étrangers, on fait comment ? C'est un sujet dans votre milieu que beaucoup évoquent sous cap, parce qu'on a l'impression que le vrai problème, comme l'a dit Geoffroy, ce sont les corps étrangers. Bon, comme vous avez bien dit qu'on a l'impression, là ça me réjouit. Je reviens aussi à la question de l'appréciation du niveau ou du type d'organisation qu'il faut pour sécuriser. Mais c'est à croire que déjà les attachés de défense, les attachés militaires qui y sont, ne peuvent pas nous proposer grand-chose. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit il y a nécessité de renfort. C'est ce que j'ai dit. Renfort. Parce que ceux qui sont là, il y a quelqu'un qui est là comme attaché de défense, qui s'occupe des questions sécuritaires. Mais il n'est pas seul. Il y a d'autres éléments de sécurité. Ceux qui sont dans le couloir que je vois, 1, 2, 3, avec des kits oreillettes, qui parlent parfois ici, et qui portent des lunettes noires, ce n'est pas une personne. C'est 2, 3, 4, 5 personnes et peut-être plus que cela. Ça veut dire que l'attaché militaire seul ne suffit pas. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de renforcement d'un dispositif humain. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'attaché. On a des attachés en défense dans nos ambassades. Bien sûr. Mais maintenant, il y a d'autres qui viennent comme personnel de renfort. Ça, je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je vois ça ici. Mais l'attaché en défense, vous ne le voyez même pas. Vous ne le voyez pas. Ce sont les éléments c'est ce que justement je vous ai dit. Même nous, dans nos ambassades, là, l'attaché de défense n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. C'est tout un bureau militaire. Et il y a un décret qui le régit aussi. Alors, avec je sais qu'on s'est attardé beaucoup sur la question de sécurité. Maintenant, moi, vous demandez le départ pur et simple du ministre en charge des Affaires étrangères, et puis vous demandez aussi la démission de Seydou Sinka, de son poste de secrétaire général du ministère. Lui, c'est quoi le problème ? Le problème, justement, c'est que c'est lui qui nous pousse à la situation dans laquelle nous sommes. Parce que ce que nous sommes en train de dire, j'ai envie de dire que nous sommes trop petits ou trop jeunes. Il était là au ministère avant que le ministre n'arrive, ou bien le ministre est venu avec lui ? Non, le ministre était là avant lui. D'accord. Il est rentré de nuit. Voilà. Donc c'est le ministre qui l'a fait venir. Tout à fait. D'accord, on se comprend. Voilà. Parce que le problème, les nombreux dysfonctionnements administratifs et autres, pour nous, ça devrait pouvoir être relevé par le secrétaire général. Aujourd'hui, vous avez par exemple ici, je ne sais pas si c'est une conférence de rédaction ou comment vous appelez ça, bon, un cadre de concertation régulier qui devrait se tenir. Mais c'est à la régularité de la tenue de ce cadre-là que vous pouvez apprécier le management de votre premier responsable. Donc en tant que technicien, vous estimez qu'il n'est pas suffisamment de votre côté ? Mais aujourd'hui, non pas qu'il n'est pas suffisamment de notre côté, mais quand un dossier qui incombe à une direction donnée se retrouve ailleurs, mais il y a un problème. Mais justement, ça pose un... Et je continue si vous permettez. Oui. Et aujourd'hui, les problèmes au niveau de l'administration des affaires étrangères, ne serait-ce même que la tenue des conseils de cabinet.
c'est une denrée rare au ministère des Affaires étrangères. Et de nos informations, le dernier conseil de cabinet doit dater d'au moins 4 ou 5 mois. Le dernier conseil de cabinet. Et tenez-vous bien, c'est au conseil de cabinet quand même que le ministre devrait pouvoir demander et obtenir les avis techniques de ses conseillers et de ses directeurs généraux. Mais quand ce cadre-là même se fait rare, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'éclairage, on n'a pas besoin de ce que vous avez à donner comme alors quelle devait être la fréquence de cette session? Initialement, les conseils de cabinet se tenaient une fois par semaine et je pense que c'était tous les lundis. Voilà. C'était tous les lundis. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de conseils de cabinet. Mais vous l'aviez au départ quand le ministre était là. Ils cherchent à rencontrer leur. Vous l'aviez au départ ou bien depuis que le ministre est là, ça ne se fait plus? Nous l'avions sur une période jusqu'à ce que, à compter d'il y a peut-être 2 ans de cela, que on a pratiquement tué ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais répondre à la question puisque c'est le ministre qui convoque le conseil de cabinet. Maintenant, celui qui le convoque, je pense que si ça participe de ce que le travail soit bien fait de façon efficiente, je crois que travailleur que vous êtes, vous ne vous asseyez pas aussi dans vos bureaux, vous croisez vos bras. Si on ne m'appelle pas, c'est pas grave. Vous avez fait des démarches pour comprendre. Donc, quand je vous demande qu'est-ce qui s'est passé? Là, d'abord, il faut que je précise, moi, je ne suis pas habilité à participer au conseil de cabinet. C'est les conseillers techniques, les inspecteurs techniques. Vous le dénoncez, les directeurs généraux. Voilà. Nous le dénonçons parce que c'est des cadres qui devraient permettre quand même que les problèmes soient posés et que une recherche efficiente et objective de solutions soit entamée. Si vous le dénoncez, mais je dis que vous devez avoir des éléments pour comprendre pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. Des éléments pour comprendre. Quand c'est une décision qui doit venir d'une autorité, est-ce que vous avez la mesure de pouvoir savoir pourquoi est-ce que l'autorité n'a pas pris la décision? Je vais vous expliquer. Comme vous aimez bien vous aimez bien nos exemples à nous. Lui, c'est mon rédacteur en chef. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis son directeur. Si la conférence de rédaction ne se tient plus parce qu'elle est journalière et que ça ne se tient plus pendant un certain temps, je pense que ça impacte les sessions d'information que nous avons les soirs. Si mes journalistes s'asseyent dans leur coin et se disent bon, c'est pas grave, moi, tant qu'il n'y a pas de souci, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a un qui viendra demander pourquoi est-ce que c'est plus convoqué, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le porte-voix de ce que ça ne se fasse pas et que ce ne soit pas normal, je me dis que vous avez interpellé puisque c'est pour la bonne marche du ministère. Vous avez cherché à comprendre. C'est pour ça que je demande si vous avez des éléments. Si vous dites que vous avez juste constaté, ça fait 2 ans que ça ne se tient pas, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est un peu... Mais justement, c'est un rôle qu'aurait pu jouer le secrétaire général. Justement, c'était d'ailleurs ma question parce que le DIRCAB, vous l'avez plusieurs fois dit, n'est pas diplomate de carrière. Le SG, c'est un diplomate de carrière qui a fait plusieurs postes et qui est rentré. Et donc, pour vous, en son temps, normalement, il a été nommé en mars 2018, les choses devraient accélérer. Mais il est des vôtres, mais ça piétine. Justement, et c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc ça veut dire que c'est pas forcément parce que c'est un diplomate qui fait mieux le travail, ou c'est pas parce que c'est pas un diplomate qui ne fait pas mieux le travail, que c'est pas souvent une affaire de personnes aussi ou de compétences des uns et des autres. C'est pas tant que cela qu'il s'agisse du fait qu'il soit diplomate ou qu'il ne soit pas diplomate, mais il a aussi ses attributions. En tant que patron de l'administration, veiller à la cohérence du travail administratif. Et quand, dans le travail administratif, il y a des flottements, en principe, il est le premier responsable. Donc c'est pourquoi l'autre, lui, n'est pas dérangé alors qu'il a la retraite, celui du ministère en charge de Burkinabé de l'extérieur. Mais nous sommes allés lui rendre visite. Mais pourquoi jusqu'à présent, dans les revendications, ça sort moins? Alors que c'est depuis 2019 qu'il a été reconduit. Nous sommes allés lui rendre visite. Depuis belle lurette. Nous sommes allés lui rendre visite et nous avons demandé à comprendre, et le ministre, en son temps, nous a expliqué le pourquoi, parce que le dossier pour le contrat qui doit être signé avec lui serait en traitement au niveau du secrétaire général du gouvernement. Depuis 2019, nous sommes en 2020 maintenant. Pourquoi ça tourne au secrétaire général du gouvernement? Là, nous ne pouvons pas savoir. Et là, ça ne vous dérange pas ça? Mais c'est parce que ça nous dérange que nous sommes allés. Parce que dans vos rangs, vous avez suffisamment de diplomates et de cadres chevronnés pour. Quand je vous dis que nous sommes un dossier en traitement, oui. Et vous dites que quand c'est des diplomates, c'est accéléré. Le ministre lui-même est diplomate de carrière, donc normalement ce dossier devrait aussi être accéléré, mais il tarde quand même.
S'il tarde, les raisons pour lesquelles il tarde, ça, nous ne pouvons pas les savoir. Mais ce qui est dans vos clair, sorties, il y a moins de pression là-dessus. Mais cette question est réglée diplomatiquement. Ce qui est clair, voilà pourquoi je vous dis, par exemple, vous ne saviez pas que nous avons posé ce problème. Ça, au moins, vous ne saviez pas. Non, je sais que vous avez posé le problème, mais je sais que vous n'insistez pas sur le problème. La pression n'est pas la même. Moi, je pose la question. Comment je suis qu'il est à la retraite? C'est parce que vous avez fait une sortie. Mais depuis, ça traîne aussi. Mais vous avez même traîné avant de poser le problème. Après cette sortie, quand je dis que nous sommes allés... La dernière sortie oui. où vous l'avez rencontré pour parler du dossier, ça date de quand? La dernière fois que nous avons échangé avec lui, il y a tout au plus 2 mois de cela. Et il était en compagnie du ministre et du directeur des ressources humaines. Bon, à la lueur où vont les choses, il va finir parce que les élections c'est pour bientôt. Et puis bon, vous demandez le départ des ministres alors qu'il y a des retraités en poste. Alors, monsieur Kambiro, on va évoluer dans le débat. C'est vrai que quand on regarde un peu les questions qui ont été évoquées, on connaît la solidarité entre syndicats. Sur la question, par exemple, de la mise à disposition des policiers, on a vu la réponse de l'UNAPOL qui n'a pas été tendre envers votre syndicat. Est-ce que cette sortie-là vous a pas fragilisé aujourd'hui? Est-ce que, je dirais, les relations, les rapports ont un peu changé? Pas de notre point de vue, parce que et contrairement à ce qui a été véhiculé à un moment donné, nous ne sommes pas contre les intérêts d'un corps ou d'un syndicat ou quoi que ce soit. Nous sommes seulement contre le fait qu'on mette de côté les textes. Voilà, nous sommes contre ça. Et je puis vous signaler, il y a dans la maison aux affaires étrangères des gens qui ont fait 17 ans, mais qui n'ont jamais été affectés. Mais vous savez pourquoi? C'est le jeu de nos textes. Parce que les textes disent, pour être affecté, il faut avoir une certaine ancienneté. Mais quand vous partez à l'école et que vous revenez, vous avez encore un certain temps à passer au ministère avant de pouvoir être affecté. Donc, dans ce jeu-là, il y a des gens qui ont été enfermés. C'est regrettable. Ça fait peut-être 17 ans, 19 ans pour d'autres. Mais on n'a pas le choix. C'est les textes, il faut qu'on les suive. Qui ont quitté l'école qui... Voilà. Mais pourtant, il y en a qui n'ont pas traîné, qui sont partis, qui viennent d'être nommés aussi. Et qui ont... Justement. Mais là, pour la plupart... vous allez voir, ils sont au 2e ou 3e échelon. C'est des gens qui sont revenus. Il y avait des besoins en premier conseil et en 2e conseil et autres. Ils remplissent l'ancienneté, ils repartent. Mais pour quelqu'un qui est entré en catégorie C, il va faire ses 5 ans, faire le concours professionnel, repartir, faire 2 ans à l'ENAM. Ça lui fait 7 ans déjà d'ancienneté. Quand il revient, il doit encore faire 3 ans à la centrale avant de repartir. Et il y a les conditions, les critères d'ancienneté. Si dans la liste, il est au bas de la liste, c'est évident qu'il ne pourra pas être affecté. Donc il va encore passer 1 année de plus. Et si au cours de cette année, il est dynamique, il se présente au concours professionnel, il réussit, il repart à l'école. Donc nous avons de nombreux cas comme ça. Ils sont là depuis 17 ans, 15 ans ou quoi, mais ils ne sont pas affectés. C'est comme le cas de parce que c'est les textes, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas non plus qu'on leur en veut, mais c'est aussi bien qu'ils cherchent à évoluer dans leur carrière, mais dans le même coup, les textes aussi finissent par les enfermer. Mais justement, c'est comme si par exemple Adams, qui officie dans les médias, fait un jour un tour dans les ambassades au terme d'une certaine carrière, mais qui ne peut pas être nommé ministre plénipotentiaire. Alors que dans d'autres pays, si vous faites 10 ou 15 ans dans la carrière dans les couloirs des ambassades ou de la diplomatie, bon, vous avez la possibilité qu'effectivement vous nommez ministre plénipotentiaire, ce qui n'est pas encore le cas au niveau du Burkina. Donc on a aussi des textes qui doivent également prendre en compte non seulement ce qu'on appelle allogène, mais pour faciliter la tâche aussi, comme on appelle ça, aux autochtones, parce que ça se chevauche et puis ça n'arrange finalement personne, que ce soit un diplomate bon teint ou pas, comme vous l'avez dit, des gens qui rentrent cycle C et puis qui pataugent, alors que bon, les textes devraient pouvoir couvrir tout le monde. Alors, chez nous, la fonction de ministre plénipotentiaire, elle est dévolue au personnel diplomatique. C'est pourquoi j'ai dit oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit... nous avons des ministres plénipotentiaires. Je sais, c'est pourquoi j'ai dit que c'est dévolu exclusivement aux diplomates. Et dans les autres pays, ce n'est pas dévolu exclusivement aux diplomates, que ce soit le Sénégal et même la France, qu'on prend un exemple. C'est pourquoi j'ai dit, et donc, nous, c'est dévolu aux diplomates. Ailleurs, il y a une ouverture. Mais vous aussi, j'ai dit, vous dites, il y en a qui font cycle C, qui rentrent, qui traînent. Il dit, les textes
textes n'arrangent, il faut les relire de mon point de vue, pour faciliter la tâche aussi à ces personnes qui font 17 ans, 19 ans et qui pataugent. Oui, certainement qu'il faut relire les textes, mais pendant qu'on y est que ces textes sont là et qu'on les respecte à gauche et qu'à droite, on ne semble pas enclin à les respecter, c'est ce que nous décrions. D'accord, alors vous avez votre manière de dénoncer ces problèmes-là. Geoffroy rappelait tantôt le ton qui a été utilisé et même les qualificatifs parlant du ministre Alpha Barry. Alors quand on voit, je dirais le degré je ne sais pas comment qualifier ça, est-ce que le dialogue est encore possible quand on voit le ton que vous utilisez, quand on voit les qualificatifs qui sont utilisés, est-ce qu'il n'y a pas de crainte que le dialogue soit rompu définitivement? En négociation ou pour ne pas dire en diplomatie, le dialogue ne peut jamais être rompu définitivement. Il peut y avoir un froid, quitte à ce que, parce que nous avons toujours été ouverts au dialogue, parce que même après la sortie de février, nous avons eu des contacts avec l'autorité, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, qui a dit regretter une incompréhension et tout, et nous avons repris à discuter, nous avons recommencé à discuter. Mais au fur et à mesure de ces discussions, on n'avançait pas, on ne fait que discuter, mais on n'avance pas. Quand on discute, quand on échange, en principe, c'est pour tendre vers un but. Mais quand la discussion semble sombrer dans l'enlisement, ça pose problème. À l'étape actuelle, même si tout de suite au sortir de ce studio, nous recevons le coup de fil du ministre qui nous dit « Venez, il faut qu'on parle », nous allons aller. Non, mais je dis, est-ce que le langage utilisé peut favoriser justement qu'on puisse renouer le dialogue? Parce que il y a des termes qui ont été utilisés. Vous parlez de ministre arrogant, d'un ministre qui est cachotier, qui méconnaît les textes. Est-ce que justement ce ton-là peut favoriser un retour au dialogue? Mais ce langage est l'expression d'un état d'âme. Ok. Il est l'expression d'un état d'âme qu'on ne peut pas cacher. Ce serait hypocrite de sourire avec quelqu'un quand on est en colère après lui. Ce serait très hypocrite. Et la diplomatie, ce n'est pas la fourberie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est de pouvoir dire honnêtement et franchement ce que l'on a dans l'esprit. Mais la colère aussi, le choix des mots s'impose. Tous les mots ne s'utilisent pas pour exprimer toutes les colères. Oui, mais là, c'est un langage employé aussi dans un contexte. C'est le cadre syndical. D'ailleurs, même parce que vous parliez tout à l'heure de la sortie de février et celle du ministre, vous vous rappelez que ce qu'il regrettait sur la question notamment des policiers, et il disait c'est une question de défense, c'est une question de sécurité, c'est une question d'État qui devait rester secrète, ou moins discuter en interne. Et il regrettait le fait que ce soit allé sur les réseaux sociaux, vous soyez étalé sur la place publique et tout. Vous êtes des diplomates, il y a des choses qu'on attend de vous, ça c'est clair. Nous les citoyens lambda, il y a des langages qu'on peut se permettre, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas parce que ce n'est pas porté à notre regard, mais il y a des questions que vous avez commencé à porter à notre regard. Et le ministre estime que ce sont des questions qui devaient rester en interne. Est-ce que vous ne faites pas par moment feu de tout bois alors qu'il y a des questions qui ne devraient pas sortir? Mais justement, le ministre sait pourquoi finalement le problème est sorti. Il sait pourquoi. Mais ça devrait sortir. Mais justement, plusieurs mois après, c'est la raison pour laquelle vous avez eu raison de faire cela. Nous avons toujours privilégié la discussion, le dialogue et tout. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous, ça ne nous plaît pas que les gens mettent une image sur nos visages ou collent un visage à nos noms. Ça ne nous plaît pas. Mais quand on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Et même sur des questions hautement sensibles comme celle de la sécurité qui devraient être réglées en interne, c'est pas grave de venir sur la place publique tant que c'est pour vos intérêts. Non, nous ne posons pas le problème en ces termes. Nous ne posons pas le problème en ces termes dans la simple mesure que dans les échanges, nous avons toujours fait comprendre que même la question des autres types de personnel, mais c'est sensible. C'est sensible. Que ce la soit question sécuritaire encore plus. La question sécuritaire encore plus. Mais la question sécuritaire ne concerne pas que le personnel de police. D'accord. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons permettre au juge au siège en quelques secondes d'apprécier, je dirais, les réponses apportées par M. Kambiré qui est aujourd'hui convoqué au tribunal de l'actualité. Nous allons commencer avec vous, Ben Abouma. Merci. Bon, moi je m'attendais à beaucoup plus de précision, mais comme il dit qu'il est diplomate, il ne peut pas mettre certains mal à l'aise. Sinon, nous avions voulu effectivement en savoir davantage sur ceux qui sont en poste et qui ne devraient pas l'être, parce qu'il s'agit aussi de rationaliser les ressources. Donc ceux qui sont en poste qui ne devraient pas l'être ou qui font un boulot qui ne devrait pas être le leur,
Bon, mais comme monsieur est diplomate, il a dit, donc préfère gérer ça diplomatiquement. Bon, donc là on reste une autre soif. Mais quand j'ai dit que j'ai l'impression, il a dit qu'il se réjouit que j'ai l'impression, mais parce qu'effectivement l'attitude que le Samae nous donne, c'est comme si c'est parce qu'il y a des corps étrangers qui veulent venir qui sont opposés. Donc ça, ce n'est pas ma seule lecture, ce n'est pas la lecture de moi seul. Donc vous gagnerez davantage à être beaucoup plus précis pour que les uns et les autres puissent comprendre, comme je l'ai dit, les enjeux réels. Parce que vous faites partie de ceux qui n'ont ni direction régionale ni direction provinciale, et ça aussi c'est une réalité. Juge Va. Oui, on a entendu le chiffre des 78 mouvements diplomatiques 2020, c'est 28 seulement qui sont des puristes du domaine de la diplomatie. On peut comprendre certaines attentes qui ne trouvent pas réponse, mais moi je reviens sur la question des mots qui sont choisis et puis des jugements sûrement de valeur sur la question sur le ministre en lui-même et puis la question du timing. On ne peut pas ne pas dire qu'il y a un problème. Les propos sont virulents. Les dénonciations, on les a déjà entendues, je ne sais pas s'il y a vraiment du nouveau. On a lu, mais dans les clivages qu'il y a et puis les dissensions, on a l'impression qu'ils ont choisi le meilleur moment pour faire mal, et parce qu'il est aussi en campagne. Merci Juge Va. Alors merci M. Cambéré d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères. Avec vous, nous avons parlé du malaise qu'il y a au sein de votre ministère. Alors des propos ont été adressés et des récriminations à l'endroit de votre ministre de tutelle. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Merci d'être passé. Merci également aux auditeurs de Watt FM et également aux téléspectateurs de True TV. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour notre convocation. Excellente journée en compagnie de nos programmes.